Le 12 juin 2022 à Saint-Jérôme, une petite ville du Québec, la police reçut un appel inhabituel. Les voisins se plaignaient de l'odeur qui provenait de la maison de Gilles Morin. Les autorités y découvrirent quelque chose d'inexplicable. Gilles Morin, formellement mort depuis 12 ans, fut trouvé dans sa propre maison, assis sur le canapé dans un salon parfaitement propre. 12 juin 2022, dimanche. Les véhicules de patrouille s'approchèrent silencieusement d'une maison ordinaire à 2 étages en périphérie de Saint-Jérôme. La rue était presque déserte. La journée d'été, chaude même selon les standards canadiens, aggravait l'odeur désagréable dont avaient parlé les voisins. La maison appartenait à Gilles Morin et son épouse Lucie, un couple familial tranquille dont on ne savait presque rien ici. Personne ne répondit au coup à la porte. Les policiers avaient tôt déjà obtenu l'autorisation officielle pour forcer l'entrée. Après plusieurs tentatives infructueuses de contacter les résidents de la maison par téléphone et par l'intermédiaire des voisins, la décision fut prise d'entrer à l'intérieur. La maison semblait absolument entretenue de l'extérieur. Les buissons étaient proprement taillés, la pelouse récemment tondue. Cependant, les fenêtres étaient hermétiquement fermées avec du papier d'aluminium. Ce détail attira immédiatement l'attention de la police. Pourquoi les propriétaires se protégeaient-ils si soigneusement du monde extérieur? Les officiers entrèrent par la porte arrière, qui s'avéra ne pas être verrouillée. À l'intérieur les attendait un étrange contraste, fraîcheur et propreté. Dans la cuisine, sur la table, se trouvèrent des produits frais. Un reçu du supermarché local était daté de 2 jours plus tôt, le 10 juin 2022. Dans l'armoire fut découverte une énorme quantité de désodorisants, presque 100 unités. Quand ils atteignirent le salon, toute l'absurdité de la situation devint évidente. Sur le canapé, dans une posture rigide, était assise une personne. C'étaient les restes d'un homme, sec et momifié. Il ressemblait presque à une statue, tant le corps était déshydraté et préservé. Un spécialiste criminalistique confirmerait plus tard l'identité de la personne trouvée. C'était Gilles Morin, le propriétaire de la maison âgé de 53 ans. La situation semblait absurde. Selon la conclusion du médecin légiste arrivé, Gilles était décédé environ 12 ans auparavant. C'est-à-dire que l'homme était resté là, dans sa propre maison, depuis 2010. Les voisins voyaient Lucie régulièrement, mais personne ne pouvait se rappeler que Gilles Morin soit sorti de la maison, ne serait-ce qu'une fois ces dernières années. Le premier soupçon tomba naturellement sur Lucie Morin, l'épouse, la seule qui vivait constamment dans la maison. Lucie fut trouvée dans la maison immédiatement après la police. Elle semblait confuse et désorientée. La femme affirmait qu'elle ne savait pas quoi faire avec Gilles quand il était décédé il y a de nombreuses années. Sa version semblait absurde, mais pour l'instant la police s'abstint d'accusations, enregistrant soigneusement chacune de ses paroles. Au même moment apparut dans la rue un voisin, Étienne Lavoie. Étienne était légèrement agité, mais semblait naturellement curieux. Il s'approcha de l'un des officiers, et avant que quiconque ne demande, déclara lui-même qu'il avait vu Gilles Morin seulement 3 ans auparavant, en 2019. Soi-disant, il était assis dans la cour, vivant et en bonne santé. Le témoignage d'Étienne contredisait la conclusion de l'expert, mais le voisin parlait avec assurance, ne doutant pas de ses paroles. Le médecin légiste directement sur place informa la police d'un détail important. La momification n'aurait pu se produire ni hier, ni il y a 3 ans. Pour un tel état, il faut au moins une décennie de climat sec et stable dans l'environnement. Cela excluait officiellement la possibilité qu'Étienne Lavoie ait vu spécifiquement Gilles en 2019. À ce moment, les enquêteurs demandèrent les caméras de surveillance extérieures installées par plusieurs voisins. Les enregistrements confirmèrent un autre détail étrange. Pendant les 12 dernières années, personne d'autre que Lucie elle-même n'était entrée ou sortie de la maison. La réfutation rapide des paroles d'Étienne devint la première fausse piste fermée de l'enquête. La maison fut scellée, mais déjà après quelques heures, les autorités commencèrent l'étude systématique de la vie de la famille Morin. Tout autour semblait suspect, depuis les visites quotidiennes de Lucie au magasin,
jusqu'aux étranges opérations financières sur le compte enregistré au nom de Gilles. Dans la soirée du 12 juin 2022, la police confirma officiellement plusieurs faits importants. 1. L'homme trouvé est Gilles Morin, confirmé officiellement. 2. Lucie Morin était la seule qui résidait constamment dans la maison pendant les 12 dernières années. 3. Le témoignage du voisin Étienne Lavoie s'avéra faux, confirmé par l'expertise. 4. Les caméras de surveillance n'enregistrèrent que Lucie comme visiteur et résident de la maison depuis 2010. Toutes ces données renforcèrent les soupçons de la police envers Lucie. Cependant restait la question principale, encore non éclaircie. Pourquoi avait-elle eu besoin de cacher la mort de son époux pendant si longtemps? À la fin de la journée, la maison restait scellée. Les actions d'enquête continuèrent dans plusieurs directions, incluant les investigations financières et l'examen psychiatrique de Lucie. Mais les réponses principales se cachaient plus profondément. Il restait encore beaucoup à révéler aux enquêteurs avant qu'ils ne comprennent comment et pourquoi cela avait pu se produire dans la tranquille ville canadienne. 13 juin 2022. Sur la table de l'enquêteur sont soigneusement disposés les relevés bancaires des 12 dernières années. L'attention se concentre sur les détails qui peuvent éclairer le motif de Lucie Morin. Les policiers étudient minutieusement les comptes de la famille. En apparence, c'est un compte bancaire ordinaire d'un couple âgé. Chaque mois, des paiements de services publics standards, de petits achats à l'épicerie, aucun gros transfert. Et seulement 2 types de paiements suscitent des doutes et requièrent des explications. De manière stable, depuis janvier 2010, de ce compte est débitée une petite somme pour l'abonnement d'un magazine québécois connu, La Presse. L'abonnement est enregistré au nom de Gilles Morin. Encore plus étrange semblent les donations mensuelles régulières à l'Armée canadienne des vétérans, également enregistrées au nom de Gilles. Quand Lucie Morin fut invitée au commissariat pour une conversation, elle semblait quelque peu effrayée, mais répondait calmement aux questions. La femme était parfaitement informée des paiements, mais les expliqua brièvement et avec assurance. C'est simplement un paiement automatique. Je ne le remarquais même pas. Tout était arrangé par Gilles. Le policier fait une pause, regarde attentivement la femme et précise « 12 ans, vous ne l'avez pas remarqué ?» Lucie ne changea pas d'expression. Elle confirme à nouveau calmement « Oui, 12 ans. Je ne regardais pas les relevés bancaires. Ils arrivaient par courrier. Je ne les ouvrais pas. Je faisais confiance à mon mari. » Les enquêteurs doutent d'une telle réponse. Cela semble illogique. Mais pour une accusation, il faut plus que de simples doutes sur sa sincérité. La vérification des relevés montra qu'ils arrivaient effectivement sous forme papier chaque mois. Les policiers les trouvent à la maison, soigneusement pliés, scellés et intacts. À première vue, la version de Lucie semble douteuse, mais formellement, il est difficile de la réfuter. Alors apparaît une nouvelle hypothèse de l'enquête. Peut-être Lucie a-t-elle simplement mis en scène que Gilles continuait à vivre pour recevoir sa pension? C'est logique et pratique. De nombreux cas de telles escroqueries sont bien connus de la police. Mais cette version s'effondre quelques heures seulement après la première supposition. Ce même jour, un employé de l'administration financière rapporte une information importante. La pension de Gilles Morin arrivait effectivement mensuellement, mais elle n'était pas transférée sur un compte séparé de Lucie, mais sur le compte bancaire commun du couple. Pendant 12 ans, Lucie n'a jamais retiré un centime de ses fonds. Tout ce qui arrivait sur le compte était maintenu pratiquement intact. Cette information remet en question la version du bénéfice financier comme motif. La femme ne dépensait pas l'argent de son mari, bien qu'elle ait eu la pleine possibilité d'en disposer librement. Lucie vivait modestement, pratiquement sur ses propres économies et de petits revenus d'un emploi à temps partiel, sans toucher au fonds de Gilles. La police est de nouveau dans une impasse. L'argent, qui semblait pouvoir être un motif évident pour un comportement si étrange, n'était pas l'objectif de Lucie. L'enquête est obligée de reconsidérer la situation une fois de plus. Si le motif financier est exclu, pourquoi Lucie maintenait-elle si soigneusement l'apparence que Gilles était vivant? Qu'est-ce que cela lui apportait psychologiquement
sinon matériellement. Les policiers enregistrent les faits confirmés à la fin de la journée. La pension n'était pas dépensée. Il n'y avait pas de bénéfice financier. Les paiements automatiques étaient actifs depuis 12 ans sans participation de Lucie. Lucie affirme qu'elle ne vérifiait pas les comptes et ne savait pas pour les débits. Maintenant, l'enquête doit comprendre des motifs plus subtils. Ce n'est plus simplement un cas d'escroquerie. Cela ressemble à quelque chose de plus personnel et complexe. La journée se termine par une demande supplémentaire à la banque pour vérifier en détail l'historique de l'origine de ces paiements automatiques. Les officiers de police ont l'intention de s'assurer si ces paiements ont été réellement établis du vivant de Gilles ou s'ils ont été configurés plus tard. La réponse à cette demande viendra plus tard, mais les enquêteurs ont déjà commencé à soupçonner que les réponses simples sont absentes dans cette histoire. Lucie est libérée pour rentrer chez elle, après avoir été prévenue de la nécessité de rester disponible. La femme s'en va calmement, semblant comme détachée de tout ce qui se passe. Pendant ce temps, les enquêteurs commencent à étudier son profil psychologique. Peut-être que les réponses ne sont pas dans l'argent, mais dans sa personnalité. Les policiers commencent à réaliser que c'est une histoire, non pas sur l'avidité, mais probablement sur la peur et la solitude, qui ne se sont pas encore manifestées clairement, mais ont déjà commencé à se faire connaître dans de petits détails, apparemment insignifiants de sa vie. Pendant que l'enquête progresse davantage, la question principale continue de préoccuper les policiers et tout Saint-Jérôme. Qu'est-ce qui exactement a poussé Lucie à cacher la réalité pendant tant d'années? Personne ne peut encore donner une réponse définitive, mais la compréhension que l'argent n'a rien à voir ici change déjà la direction de l'enquête. Maintenant, l'attention de l'enquête se tourne vers Lucie elle-même, vers son monde intérieur et ses motifs qui restent encore profondément cachés des yeux étrangers. Le passé de la famille Morin cache un détail qui peut éclaircir beaucoup de ce qui se passe. En mars 2010, entre les époux s'est produite une dispute bruyante. Si bruyante que les voisins inquiets ont appelé la police. Le sergent de police qui est arrivé alors à l'appel a enregistré la situation comme une querelle familiale sans conflit physique. Ce n'était pas simplement une dispute domestique. Les époux se criaient dessus à propos de la vente du restaurant familial, un établissement qui avait été leur seule affaire commune et source de revenus pendant de nombreuses années. Dans le rapport de police, que les enquêteurs ont étudié attentivement 12 ans plus tard, il était noté que Gilles insistait sur la vente du restaurant à cause des dettes accumulées vers 2010. Lucie s'y opposait catégoriquement. Elle considérait le restaurant comme une partie de leur vie, une affaire pour laquelle il valait la peine de supporter toutes les difficultés financières. Quand le policier a demandé à Lucie s'il fallait s'attendre à d'autres conflits, elle a assuré « Nous avons arrangé, tout va bien ». Les époux semblent s'être calmés et après une brève conversation, l'officier a quitté la maison. Mais dans le rapport, il a noté que, selon son opinion, la tension entre eux était restée élevée. Après cet appel, les voisins ont cessé d'entendre des disputes. Plus précisément, ils ont cessé d'entendre quoi que ce soit du tout. La maison des Morin s'est comme tue, et les voisins ont attribué cela à une trêve, habituelle après une dispute sérieuse. Cependant, à la lumière de ce qui a été découvert 12 ans plus tard, ce silence a pris une teinte sinistre. Il est logique que les enquêteurs soient pas rapidement arrivés à la supposition. Peut-être qu'exactement après cette dispute, Lucie s'est décidée pour quelque chose de plus grand qu'un simple conflit verbal. Une version est apparue selon laquelle Lucie aurait pu consciemment causer du mal à son époux, puis cacher ce qui s'était passé en mettant en scène la vie quotidienne. Pour confirmer ou réfuter cette hypothèse, l'enquête a envoyé le corps de Gilles à l'expertise. L'équipe médico-légale a soigneusement examiné les restes momifiés, sans laisser passer le moindre détail. L'enquête attendait attentivement la conclusion du coroner. Si Gilles avait été tué, des traces auraient dû rester sur les restes, indiquant le caractère violent de son départ de la vie. Mais les résultats, obtenus quelques jours plus tard, ont surpris tout le monde et ont rayé l'hypothèse du meurtre. Le coroner a officiellement établi que Gilles Morin était décédé de manière naturelle, crise cardiaque.
Il n'y avait pas de traces de lutte ou de toute intervention extérieure. Le corps s'est avéré parfaitement préservé, et cela excluait tout doute sur les résultats de l'expertise. C'est exactement cette conclusion qui a complètement exclu Lucy de la liste des suspects dans le meurtre de son époux. Le fait de la cause naturelle de la mort n'admettait aucun doute. D'un côté, cela a enlevé le poids des soupçons les plus sérieux de Lucy. Mais d'un autre côté, elle restait encore coupable d'un crime grave et inexplicable, la dissimulation de la mort. L'enquête n'avait toujours pas de réponse à la question principale. Si Gilles était mort naturellement, pourquoi Lucy a-t-elle caché cela pendant 12 ans ? Pourquoi une femme vivant une vie tranquille et discrète a-t-elle préféré risquer des poursuites criminelles au lieu de le signaler en temps voulu ? Ces détails posaient aux policiers une énigme psychologique complexe. Toute la ville connaissait Lucy Morin comme une personne tranquille et renfermée, mais personne ne pouvait supposer que son renfermement puisse mener à une décision si étrange. Son calme lors des interrogatoires, l'absence absolue de panique ou de tentative de se justifier devant la police rendèrent l'affaire encore plus mystérieuse. À chaque nouvelle étape de l'enquête, une chose devenait évidente. Ce n'avait pas été un hasard ou un acte impulsif. Lucy avait soigneusement créé un système de quotidienneté dans lequel personne ne pouvait remarquer la disparition de son mari. Même les détails mineurs, comme les abonnements et les dons, étaient prépayés automatiquement, maintenant l'illusion de la vie de Gilles. Le médecin légiste n'a laissé aucun doute sur le caractère naturel de la mort de Gilles Moreno. La version du meurtre est complètement tombée. Mais l'enquête n'avait pas encore complètement fermé la question de sa culpabilité. Elle était coupable de cacher la vérité, de créer une fausse image pour tout le monde qui l'entourait. Maintenant, les enquêteurs devaient démêler le motif de cet acte. À la fin de l'étude de ces matériaux, les policiers ont fixé pour eux-mêmes les conclusions définitives. La cause de la mort de Gilles était une crise cardiaque, officiellement confirmée par l'expertise. Lucy n'a commis aucun crime contre la vie de son époux. La version de mort violente a été complètement exclue. Restait ouverte la question des raisons de la dissimulation, la motivation de Lucy, non liée au meurtre ou aux bénéfices financiers. Maintenant, il restait à la police de se concentrer sur l'état psychologique de Lucy. Une femme qui pendant 12 ans avait gardé un tel secret pouvait sans doute avoir de profondes raisons internes pour un tel comportement. Les enquêteurs comprenaient que les réponses ne se trouvaient pas dans les indices ni dans les relevés bancaires, mais plus profondément, en Lucy elle-même, dans son drame personnel caché, dont personne en ville ne soupçonnait même l'existence. Une semaine après que le médecin légiste ait établi la cause naturelle du décès de Gilles Moreno, les enquêteurs sont retournés à nouveau à la maison en périphérie de Saint-Jérôme. Tout ce temps, la maison était restée scellée, tandis que l'enquête continuait l'étude approfondie des détails de la vie des époux. L'attention du groupe opérationnel a été attirée par un détail, négligé auparavant. Lors d'une seconde inspection du salon, un officier a remarqué par hasard un petit trou dans la cheminée de l'ancien foyer. L'espace était étroit et difficile d'accès, mais il y avait clairement quelque chose à l'intérieur. Après de brèves manipulations, ils ont réussi à sortir du trou un objet fortement poussiéreux. Il s'est avéré que c'était un vieux smartphone, BlackBerry Bold, un modèle populaire en 2010. L'appareil semblait depuis longtemps oublié, la batterie était déchargée depuis longtemps, et le boîtier s'était couvert d'une épaisse couche de poussière et de suie. Ce téléphone pouvait contenir des informations importantes, et c'est pourquoi il fut immédiatement envoyé aux spécialistes techniques. Au laboratoire, les criminalistiques ont réussi à récupérer les données de l'appareil. Dans la mémoire du téléphone, des informations sur plusieurs appels entrants et sortants et messages étaient conservées. Le plus remarquable s'est avéré être le dernier message sortant envoyé le soir du 12 mars 2010. Le texte était court et laconique. « Ne t'inquiète pas ». Le destinataire du message était resté indéterminé. Le numéro de l'abonné avait été complètement supprimé de la mémoire du téléphone. Les enquêteurs ont adressé une demande à l'opérateur mobile pour confirmer les données sur le numéro de Gilles. La réponse est arrivée rapidement. Le numéro appartenait effectivement à Gilles Moreno. La carte SIM était restée active jusqu'au milieu de 2011. Après cela,
L'opérateur a déconnecté le numéro en raison de l'absence d'activité et de paiement. Sur fond de cette information, l'enquête a développé une nouvelle hypothèse. Peut-être que Gilles prévoyait de partir, quitter Lucie et commencer une nouvelle vie ailleurs. Possiblement, c'est lui qui a envoyé ce message pour rassurer celui qui l'attendait et a caché le téléphone dans la cheminée pour dissimuler les traces de son intention. Si cette version était correcte, Lucie aurait pu simplement couvrir la disparition de son mari, sans soupçonner qu'il était en réalité décédé de manière naturelle, sans réaliser son plan. Cette théorie plaçait à nouveau Lucie dans une position difficile, non pas meurtrière, mais une personne qui cachait la disparition de son époux, craignant le jugement des voisins ou la persécution. Cependant, les spécialistes en technologie numérique et criminalistique ont préparé pour l'enquête un tournant inattendu. Ils ont rapporté que le message, selon les logs techniques du téléphone, avait été envoyé après le temps de mort de Gilles Moreno établi par le médecin légiste. Cela signifiait une chose. Quelqu'un d'autre avait envoyé le SMS après que Gilles ne soit plus. Quelqu'un d'autre avait utilisé le téléphone qui lui appartenait. Et cette personne inconnue se trouvait dans la maison des Moreno entre 2010 et 2011. Cela changeait drastiquement le tableau de l'enquête. Lucie, par logique, aurait pu envoyer ce message. Elle était la seule qui se trouvait régulièrement dans la maison, mais l'enquête n'avait pas encore de preuves confirmant sa participation spécifiquement à l'envoi. Les enquêteurs comprenaient que l'accès physique à la maison était limité à un cercle extrêmement restreint de personnes. En fait, cela ne pouvait être que Lucie elle-même ou quelqu'un qui venait à la maison sans être remarqué par les voisins. Les caméras de surveillance n'étaient apparues que plus tard, donc il n'existait pas de données capables de confirmer l'identité de l'expéditeur. Ainsi, Lucie se retrouvait à nouveau sous l'attention minutieuse de l'enquête. Elle n'était pas consciente de ce fait, restant extérieurement calme et indifférente à l'enquête. Les officiers continuaient d'observer ses habitudes quotidiennes, notant l'absence de tout contact suspect ou nervosité dans le comportement. L'enquête a établi que le téléphone de Gilles avait été utilisé après sa mort, mais par qui exactement ? Inconnu. La personne qui a reçu le dernier message n'a pas non plus été identifiée. Le téléphone avait été soigneusement caché, ce qui indique clairement une tentative de dissimuler des détails importants. Cette découverte donnait à l'enquête une clarté sur une question. La version de la disparition volontaire de Gilles était écartée, car il était évident que l'homme était mort avant le message envoyé. Mais il restait peu clair qui exactement avait utilisé le téléphone après la mort de Gilles. C'était un nouveau tour de l'enquête qui pouvait donner des réponses à la question sur l'étrange comportement de Lucie Moreno. Pourquoi n'avait-elle pas parlé à la police du téléphone ? Pourquoi n'avait-elle pas avoué cela plus tôt ? Cela obligeait la police à approfondir davantage la personnalité de Lucie, essayant de comprendre de quoi était capable une femme qui avait gardé un tel secret si longtemps. L'enquête ne pouvait pas se terminer tant que cette personne, qui avait envoyé le message mystérieux, ne serait pas identifiée. Et cela signifiait que les enquêteurs se concentraient à nouveau sur Lucie Moreno, comprenant qu'il ne s'agissait plus simplement d'une étrange tentative de cacher le fait d'une mort naturelle, mais de circonstances plus profondes et potentiellement troublantes. En juillet 2022, l'enquête sur la situation de la famille Moreno est passée à une nouvelle phase. Les enquêteurs se sont concentrés sur la personnalité de Lucie, essayant de comprendre plus profondément les motifs de son comportement inexplicable. Parallèlement, toutes les informations médicales disponibles et la documentation concernant sa santé mentale ont été demandées. L'un des documents les plus importants obtenus par l'enquête fut le rapport du psychothérapeute qui menait la thérapie de Lucie en 2011, un an après le départ de Gilles Moreau. Le document contenait de nombreux détails étranges qui pouvaient éclairer ses actions inhabituelles. Dans le rapport du psychologue, l'état de Lucie Moreau était classifié comme « perte non reconnue ». Cela signifie qu'elle n'avait jamais pu accepter la réalité de la perte d'une personne proche, continuant à se comporter comme si cette personne était encore vivante. Cependant, ce n'était pas simplement un déni du deuil, habituel chez ceux qui vivent difficilement une perte. Les notes du psychothérapeute révélaient un tableau beaucoup plus préoccupant. Selon ses mots, la patiente démontrait clairement des signes de double vie.
Elle menait des conversations quotidiennes avec le partenaire absent, imitant des dialogues si naturellement que cela ressemblait à une communication réelle. L'enquêteur relut plusieurs fois ce paragraphe, essayant de s'imaginer la scène. Lucie, seule à la maison, parlant avec le vide, menant de longues conversations avec une personne qui n'était pas là. Cela confirmait que sa dissimulation du départ du mari n'était pas simplement une tentative de cacher le fait de la mort aux autres. Elle vivait littéralement dans un monde où son époux était encore présent. Quand l'enquêteur demanda directement à Lucie pourquoi elle n'avait pas informé de la mort du conjoint au moins au thérapeute, Lucie ne fit que le regarder et resta silencieuse. Ce silence dura si longtemps que l'enquêteur comprit. Lucie n'aurait aucune réponse cohérente. Maintenant, la police devait considérer une nouvelle version des événements. Si Lucie souffrait réellement de troubles mentaux graves, sa reconnaissance comme irresponsable pouvait complètement changer le statut de l'affaire et la libérer de la responsabilité pénale. Cette version semblait commode pour la défense, mais le parquet se prononça immédiatement avec une déclaration dure, réfutant la probabilité de maladie mentale. Le représentant du parquet insistait sur le fait que les actions de Lucie étaient soigneusement réfléchies et avaient un fond lucratif. En preuve furent présentés les mêmes paiements automatiques et dons, prétendument confirmant la conscience de Lucie du fait du départ du mari et les tentatives de le cacher consciemment. Ces deux versions opposées se heurtèrent brutalement. D'un côté, un traumatisme psychique grave qui avait forcé Lucie à vivre dans une réalité inventée. De l'autre, un calcul froid et une fraude intentionnelle. Lucie se retrouva au centre d'un conflit moral et juridique complexe. Ses véritables intentions restaient cachées. Les policiers continuèrent l'étude attentive de tous les détails de la psychothérapie. Le thérapeute notait que pendant plusieurs mois, Lucie ne démontrait aucun signe d'amélioration. Au contraire, elle devenait de plus en plus renfermée et refusait de discuter de la possibilité même du départ de son conjoint. Toutes les tentatives du thérapeute de l'amener à une conversation franche échouaient. Les notes du psychothérapeute contenaient aussi une remarque importante sur le fait que Lucie visitait régulièrement les séances, accompagnée d'un cahier, où elle notait prétendument les réponses et répliques du mari. Elle ne menait pas seulement des conversations verbales, mais les fixait aussi sur papier, maintenant l'illusion d'une communication complète avec une personne qui n'existait déjà plus physiquement. Les enquêteurs étudièrent tous les registres disponibles et confirmèrent « Lucie maintenait consciemment l'illusion de la présence du conjoint en thérapie. Ce n'était pas simplement un cas de trouble mental, c'était une stratégie réfléchie que la femme suivait avec une précision effrayante. » Sur la base de cette information, l'enquête vérifia encore une fois la version sur la cupidité. Si Lucie était consciente de la situation, pourquoi, si longtemps et de manière si cohérente, joua-t-elle le rôle d'une femme vivant dans une autre réalité? Pourquoi ne tenta-t-elle pas d'utiliser l'argent disponible pour elle-même? Cependant, le parquet continuait à s'accrocher durement au fait du paiement d'abonnements et de dons, argumentant que la configuration même de tels paiements automatiques parlait de sa conscience claire et de la dissimulation intentionnelle de la réalité. L'enquête à cette étape avait plusieurs faits confirmés. Lucie imitait consciemment la présence du conjoint en thérapie. Elle menait des conversations fictives et des enregistrements, convainquant les autres que Gilles était vivant. L'expertise psychiatrique montra un profond rejet du fait de la perte. La version de maladie mentale complète fut écartée. Cependant, il n'était pas complètement exclu que Lucie croyait réellement en sa réalité inventée. Maintenant, l'enquête se concentrait sur une chose: comprendre où exactement passait la frontière entre sa maladie et ses actions conscientes. Le parquet insistait sur une fraude intentionnelle. La défense, au contraire, menait vers le fait que Lucie était otage de son monde intérieur et ne pouvait pas contrôler ses propres actions. Les enquêteurs furent forcés d'équilibrer entre ces versions, essayant de comprendre jusqu'où pouvait aller une femme qui avait perdu le contact avec la réalité. Lucie continuait à se taire, ne donnant pas d'explication claire, et l'enquête se trouvait dans une impasse qui devenait plus complexe avec chaque nouvelle découverte. Le 5 juillet 2022, l'affaire de Gilles et Lucie Moreau prit un nouveau tournant. Cette fois, ce ne fut pas un interrogatoire ou une perquisition qui fut clé,
mais une plainte au tribunal. Elle fut déposée par les fils de Gilles Moreau de son premier mariage. Leur avocat notifie officiellement aux autorités qu'ils avaient l'intention de prétendre à l'héritage du père. La plainte causa la surprise de l'enquête. Les fils, selon leur propre aveu, ne communiquaient pas avec Gilles depuis 2008. Ce fait semblait simple et vérifié. Cependant, l'avocat des fils insistait sur sa position et présenta au tribunal des documents qui surprirent tout le monde. Ces documents s'avérèrent être une correspondance électronique, prétendument envoyée par Gilles dans la période de 2012 à 2020. Les lettres contenaient des félicitations d'anniversaire et autres événements importants, ce qui témoignait directement que Gilles, au moins formellement, maintenait contact avec les enfants après 2010. Les enquêteurs prirent la correspondance pour vérification et découvrirent rapidement sa source. L'adresse IP depuis laquelle étaient envoyées ces lettres appartenait à la maison des Moreau. De plus, les lettres furent envoyées depuis le réseau Wi-Fi domestique, enregistré directement au nom de Gilles Moreau. Cette circonstance semblait absurde et contradictoire à la fois. Si Gilles n'existait plus depuis 2010, qui exactement envoyait ces lettres ? Les fils de Gilles attirèrent immédiatement l'attention sur le voisin des Moreau, Étienne Lavoie. Selon eux, précisément lui pouvait avoir accès au Wi-Fi de la maison par amitié et envoyer de tels messages pour quelques bénéfices personnels ou simplement par plaisanterie. À ce moment, l'enquête revint à Étienne, qui avait déjà été vérifié auparavant. Étienne fut interrogé à nouveau, cependant il nia avec assurance avoir jamais connecté au réseau des voisins. De plus, il insistait sur le fait qu'il n'était pas suffisamment proche de Gilles et Lucie pour avoir un tel accès. Pour résoudre définitivement, la police recourut à la vérification technique des logs du routeur domestique des Moreau. Les logs du Wi-Fi confirmèrent qu'Étienne ne s'était réellement jamais connecté au réseau de la maison des Moreau, pas une seule fois pendant toutes les années d'existence de l'appareil. Par conséquent, la version avec participation d'Étienne tombait temporairement. Cependant, les journaux ont révélé une autre surprise inattendue. Tous les courriels ont été envoyés exclusivement depuis les appareils de Lucie Morel. C'était la première piste technique claire reliant directement Lucie à la falsification consciente de contacts au nom de Gilles. Maintenant, les enquêteurs faisaient face à une situation extrêmement ambiguë. Lucie, qui vivait de manière recluse et discrète, avait évidemment créé tout un monde dans lequel son mari continuait d'exister non seulement pour elle, mais aussi pour des personnes extérieures, y compris ses fils. Le parquet était convaincu que cette circonstance indiquait clairement une tromperie intentionnelle dans le but de retenir l'héritage et maintenir le contrôle sur les actifs de Gilles. Cet argument pourrait complètement exclure la version sur la maladie mentale de Lucie et témoigner de sa compréhension complète de ce qui se passait et de ses actions intentionnelles. L'avocat des fils de Gilles exigeait la reconnaissance complète de leur droit à l'héritage. Ils accusaient Lucie de fraude consciente et de manipulation. Du point de vue des juristes, c'était une tentative de Lucie de cacher la vraie situation et de conserver pour elle la propriété qui, selon la loi, après la mort du père, aurait dû être administrée par les héritiers de première ligne. Ces nouveaux faits ont été soigneusement étudiés par les enquêteurs et le parquet. D'un côté, Lucie n'a jamais dépensé la pension de son mari et n'a généralement pas essayé d'utiliser ses ressources financières pour un enrichissement personnel. D'un autre côté, sa tentative de simuler la vie de Gilles pendant tant d'années ne ressemblait plus à un comportement étrange et inoffensif, mais à une stratégie bien pensée. L'enquête, à ce moment-là, a fixé plusieurs conclusions importantes. La correspondance électronique avec les fils de Gilles a été complètement falsifiée. Étienne Lavoie n'avait aucun rapport avec les lettres et ne s'est pas connecté au réseau de la maison des Morin. Tous les messages électroniques ont été envoyés depuis les appareils de Lucie Morel. Ainsi, le focus de l'enquête s'est maintenant définitivement déplacé vers les motifs de Lucie. La clarté sur la question du bénéfice financier restait controversée. Lucie ne dépensait pas d'argent, mais maintenait peut-être le contrôle sur l'héritage pour d'autres considérations qui restaient encore peu claires. Le parquet se préparait à prouver que Lucie agissait consciemment et intentionnellement. D'autre part,
La défense continuait d'insister sur son état mental, soulignant l'étrangeté de son comportement et l'absence de bénéfices réels de ses actions. Toute cette situation semblait extrêmement compliquée et posait devant le tribunal la question la plus complexe sur la nature du motif de Lucie Moren. Lucie continuait à garder le silence, refusant de commenter ses actions. Chaque nouveau jour dans la maison ressemblait au précédent, calme et silencieux, comme si elle n'était pas consciente de la gravité de ce qui se passait. L'enquête se trouvait à un autre carrefour. Lucie était-elle une escroc rusée qui maintenait systématiquement l'illusion de la vie de son mari, ou une femme profondément traumatisée, piégée dans son monde imaginaire si profondément qu'elle ne pouvait plus le distinguer de la réalité? Ce dilemme devenait le thème central, et précisément à cette étape, l'enquête atteignait une nouvelle impasse dont il fallait trouver une sortie pour révéler complètement les motifs de Lucie Moren. Le 18 juillet 2022, l'enquête reçoit le rapport final des médecins légistes. Le document contient une clarification importante qui jusqu'à présent n'avait pas figuré dans l'affaire. Selon la conclusion, les restes de Gilles Morin ont été déplacés au moins une fois après son décès. Les experts ont remarqué des traces d'un léger traînage d'environ 30 cm de longueur. Visuellement, cela semblait insignifiant, mais pour l'enquête, c'était devenu extrêmement important. Cela signifiait que Lucie Moren avait physiquement interagi avec les restes de son mari après son décès. La police s'est immédiatement dirigée à nouveau vers la maison des Moren pour effectuer un examen encore plus détaillé. Les spécialistes en criminalistique ont soigneusement examiné le sol et les meubles du salon, où les restes de Gilles avaient été initialement découverts. Sous le microscope, de petites éclisses ont été découvertes sur le parquet, et dans celles-ci, des restes de sang séchés depuis longtemps. Ces micro-fissures et traces de sang ont confirmé que le déplacement avait eu lieu précisément ici, et selon l'analyse ADN, ce sang appartenait à Gilles. Mais le plus important, sur ces traces, l'ADN de Lucie Moren a également été trouvé. Cela est devenu une preuve irréfutable de son contact physique avec les restes de son mari après son décès. Lorsque l'enquêteur a présenté ses résultats à Lucie et a exigé des explications, elle n'a pas changé d'expression et a calmement avoué le fait du déplacement. La femme a dit brièvement « Je voulais l'installer plus confortablement, mais je l'ai accidentellement fait tomber ». Ces mots sonnaient étrangement, même effrayants, et l'enquêteur a immédiatement soupçonné une possible violence ou un dommage intentionnel. Peut-être Lucie essayait-elle de cacher quelque chose de plus grand que simplement le décès naturel de son mari. Cette version a été soigneusement vérifiée. Les enquêteurs se sont à nouveau tournés vers les pathologistes pour une conclusion plus approfondie sur le caractère des traces de sang et les possibles dommages sur les restes de Gilles Morin. L'expertise a pris plusieurs jours, mais les résultats étaient sans équivoque. Les pathologistes ont déclaré avec assurance « Les traces de sang sont apparues après que le cœur de Gilles se soit arrêté. C'était du sang post-mortem, apparu lors des processus naturels de changement des tissus, lors de l'autolyse initiale, qui peut parfois se manifester en petite quantité et ne témoigne pas de violence externe ou de dommages. Ainsi, la version sur la violence a été définitivement rejetée. L'enquête a été contrainte de reconnaître que le déplacement avait vraiment eu lieu, mais sans aucun dommage intentionnel. Lucie essayait simplement d'arranger d'une manière ou d'une autre les restes de son mari, se guidant peut-être par ses étranges idées sur les soins et le respect. Cependant, malgré la clarté de l'expertise, l'enquête avait une énorme question qui n'avait toujours pas de réponse. Pourquoi Lucie Moren a-t-elle caché la mort de son mari pendant 12 ans ? Pourquoi une femme qui n'a commis aucun crime contre la vie a-t-elle fait un pas si difficile et a préféré garder cela secret ? La police s'est à nouveau tournée vers les psychologues, essayant d'obtenir une compréhension plus profonde du comportement de Lucie. Les psychologues ont confirmé que bien que Lucie puisse avoir été dans un état de profond déni et d'illusion, cela ne signifiait pas une perte complète de contact avec la réalité. Elle était clairement consciente des conséquences de ses actions, même si les raisons de ses actes restaient au cachet. À la fin de cette étape de l'enquête, les enquêteurs ont définitivement fixé. Les restes de Gilles ont été déplacés, mais il n'y a pas eu de violence. Lucie a confirmé le fait du déplacement. Le pathologiste a exclu la version de causer du mal ou toute violence externe.
La version du meurtre ou de la violence a été complètement fermée et officiellement écartée. Il restait un soupçon lourd et torturant qui tourmentait l'enquête et la ville depuis plusieurs semaines. Pourquoi Lucie a-t-elle gardé le silence pendant 12 ans? Maintenant, les policiers comprenaient que trouver le motif n'était possible que d'une seule manière: essayer de comprendre le monde intérieur de Lucie, ses peurs et son drame personnel, qu'elle avait soigneusement caché de tous ceux qui l'entouraient pendant de longues années. Lucie continuait à se comporter comme si rien ne s'était passé. Chaque jour, elle sortait silencieusement dans le jardin, maintenait l'ordre dans la maison, évitant toute conversation sur le passé. Ses actions quotidiennes ressemblaient à un rituel qu'elle accomplissait avec une précision habituelle, ne montrant aucun signe d'anxiété ou de peur face aux conséquences possibles. Néanmoins, l'enquête ne pouvait ignorer le fait de dissimulation qui, même sans violence, restait une violation grave de la loi. Lucie savait qu'elle risquait une punition pour cela, mais continuait à se taire, ne voulant pas ou n'étant pas capable d'expliquer les raisons de son acte. À ce moment-là, toutes les autres versions s'étaient déjà épuisées. Il restait un grand mystère: le motif de Lucie Moren. Et c'était le dernier maillon qu'il fallait encore révéler pour terminer définitivement cette enquête embrouillée. Le 10 novembre 2022, dans la salle d'audience à Montréal, se rassemblent les personnes qui, ces derniers mois, avaient suivi attentivement l'histoire de la famille Moren. Lucie est assise calmement, presque sans bouger. Son visage exprime un détachement absolu. Aujourd'hui seront annoncées les conclusions de l'expertise psychiatrique judiciaire ordonnée par le tribunal pour déterminer son état mental et ses motifs. L'expert psychiatre lit lentement sa conclusion, choisissant attentivement chaque mot. Le diagnostic, annoncé devant le tribunal, sonne officiellement et clairement: complexe de déni pathologique de la perte. C'est un phénomène connu dans lequel une personne confrontée à une perte tragique refuse littéralement de la reconnaître, créant sa propre réalité dans laquelle la personne perdue continue d'exister. Lors de l'examen psychiatrique de Lucie, les experts ont découvert qu'elle ne niait pas seulement le départ de son mari, mais s'était aussi complètement adaptée à son illusion. Selon la conclusion, ses actions ne poursuivaient aucun profit matériel. Elle vivait dans une construction psychologique constante de la présence de l'époux, maintenant l'illusion par des conversations, des lettres et même des opérations financières. L'expert a particulièrement souligné que le comportement de Lucie ne pouvait pas être qualifié de complètement inconscient ou irresponsable. La femme était clairement consciente de la réalité et des conséquences de ses actions, mais ne pouvait pas ou ne voulait pas sortir des limites de la construction psychologique créée par elle-même. Du point de vue psychiatrique, Lucie se trouvait dans un état de trouble limite, suffisamment sérieux pour expliquer ses actions, mais pas assez grave pour la libérer complètement de sa responsabilité. Le parquet, cependant, n'avait pas l'intention de céder ses positions. Le représentant du parquet insistait encore que toutes les actions de Lucie étaient dictées exclusivement par la peur de perdre des revenus et le contrôle sur les biens de son mari. Il exigeait que le tribunal la déclare coupable de tromperie consciente et de fraude, malgré la conclusion des psychiatres. Le procureur argumentait cela en disant que Lucie avait suffisamment de clarté de conscience pour configurer des paiements automatiques et falsifier la correspondance électronique. Il insistait sur le fait que ses actions témoignaient de sa parfaite connaissance et de son désir intentionnel de cacher le départ du mari pour conserver une position financière stable. Le juge écouta les deux parties avec retenue et attention, ne montrant aucune émotion. L'expertise fournissait vraiment des arguments solides en défense de Lucie, mais les arguments du parquet ne pouvaient pas être complètement ignorés. Finalement, le tribunal donna la parole à Lucie elle-même. Tous attendaient d'elle au moins quelques éclaircissements du motif, quelques émotions, quelques réactions. Mais la femme resta calme et détachée, comme si elle était complètement distante de ce qui se passait autour d'elle. La voix de Lucie résonna uniformément, presque sans émotion. Elle ne dit qu'une chose. Je l'entendais respirer. Chaque nuit, dans la salle du tribunal s'installa un silence absolu. Cette phrase était si inattendue et si effrayante dans sa simplicité et son calme que même le procureur ne trouva pas immédiatement de réponse.
Lucie semblait complètement normale, rationnelle et en même temps complètement sûre de ses mots. Le juge déclara une suspension, après laquelle devait être annoncée la sentence. Tous les présents comprenaient, indépendamment du résultat juridique de l'affaire, Lucie ne serait plus jamais la même. Pour tous, une chose était évidente. Sa réalité était restée bloquée le jour où son mari avait cessé d'exister. Et précisément, cette illusion contrôlait toutes ses actions pendant 12 ans. L'enquête confirma complètement le motif non matériel de Lucie. Les psychologues et psychiatres s'accordèrent sur le fait que son comportement n'était pas une tentative de fraude, mais une conséquence complexe et tragique d'un choc émotionnel profond et de l'incapacité d'accepter la réalité. Dans le résumé final, l'enquête fixa les conclusions clés. Lucie Moren souffrait réellement d'un trouble psychologique sérieux, lié aux non-acceptation de la perte. Le profit matériel n'était pas son objectif. L'expertise psychiatrique judiciaire confirma complètement le motif non matériel. Cependant, juridiquement, l'accusation de fraude n'avait pas encore été complètement levée. Il restait à attendre la décision finale du tribunal. Mais personne ne pouvait plus douter que sous le masque du comportement étrange de Lucie se cachait la tragédie d'une femme qui n'avait jamais pu se résigner à la réalité. Cette étape finale de l'enquête fit que tous virent l'histoire de Lucie et Gilles Moren de manière complètement différente. Ce qui avait commencé comme un soupçon de crime se transforma en une triste prise de conscience de la profondeur à laquelle peut aller une personne essayant de retenir le passé révolu. Lucie continuait à rester assise tranquillement et calmement, comme si les mots qui venaient de résonner ne la concernaient plus. Le juge se retira pour prendre une décision et tous comprenaient que ce moment serait le point final de l'histoire de la famille Moren. La dernière séance du tribunal se déroulait dans une atmosphère froide et silencieuse. Les gens dans la salle avaient depuis longtemps compris que cette histoire n'était pas sur un crime pour profit, mais sur une tragédie personnelle qui s'était transformée en absurdité et finalement en affaire pénale. Le juge lisait lentement et calmement le verdict, rassemblant toutes les parties de l'affaire. La mort de Gilles Moren survint suite à une crise cardiaque le 14 mars 2010. Les experts confirmèrent que cela se produisit environ 48 heures avant que Lucie ne commence à créer l'apparence de sa vie active. L'expertise psychiatrique confirma que Lucie Moren souffrait d'un trouble grave, le complexe de déni pathologique de la perte. Elle ne pouvait pas accepter la mort de son mari. C'est pourquoi elle laissa ses restes dans la maison et commença à imiter activement sa présence, créant du bruit numérique pour que la vie paraisse normale de l'extérieur. Officiellement, le tribunal révéla le motif et la méthode de dissimulation. Lucie configurait des paiements automatiques pour l'abonnement au magazine et des dons réguliers, imitant l'activité de Gilles, pour que la banque ne bloque pas leur compte. Commune. Le tribunal confirma qu'elle envoyait réellement des messages et des courriels au nom de son mari. Maintenant, l'illusion de sa vie pour l'entourage. Un des derniers des messages du 12 mars 2010 fut envoyé par Lucie pour rassurer la sœur de Gilles, qui avait commencé à s'inquiéter de son état. Le fait du déplacement des restes fut aussi officiellement confirmé. Lucie tentait d'asseoir son mari décédé dans la position habituelle pour lui devant la télévision, créant intentionnellement l'illusion qu'il était encore vivant et menait une vie domestique normale. Le procureur a demandé au tribunal de déclarer Lucie coupable de dissimulation consciente de décès et de lui imposer une peine de 3 ans avec sursis. Il a argumenté que, malgré son état psychologique grave, la femme était clairement consciente des conséquences de ses actes et avait consciemment dissimulé le fait du décès de Gilles pendant de nombreuses années. L'avocat de Lucie a insisté sur un acquittement complet, soulignant que ses actions étaient exclusivement le résultat d'un traumatisme psychique grave et qu'elle ne poursuivait aucun objectif lucratif. Il a déclaré que Lucie avait besoin non pas de punition, mais de traitement et d'aide psychologique. Après un long silence, le juge a annoncé son verdict final. Lucie Moreau était déclarée coupable de dissimulation de décès. Le tribunal lui a imposé 24 mois avec sursis avec psychothérapie obligatoire. Lucie l'a reçu sans la moindre émotion. Le juge lui a demandé si elle voulait ajouter quelque chose en dernier, la femme. Calmement,
sans aucune agitation, a regardé directement la caméra installée dans la salle d'audience. Son regard a duré exactement 10 secondes, pleine de vide absolu et de silence. Puis elle a dit calmement un seul mot : « Non ». Après cela, la séance a été close. Lucie est sortie de la salle aussi calmement qu'elle y était entrée pendant tous les mois d'audience. Dans sa vie, semblait-il, rien n'avait changé. Mais tous les présents comprenaient que maintenant, une réalité complètement différente l'attendait. La maison des Moreau a été officiellement scellée et est devenue le symbole d'une étrange tragédie silencieuse. Dans le salon se trouvait encore le canapé vide sur lequel Gilles avait passé de nombreuses années, restant inaperçu du monde. La dernière prise que la caméra a captée dans la salle d'audience était précisément celle-ci. Le canapé vide dans le salon sombre, entouré de silence. Après quelques secondes, l'écran s'est complètement assombri, ne laissant aucun épilogue ou morale. Simplement un point final froid dans une histoire qui avait commencé par une crise cardiaque et s'était terminée par un procès et une sentence. L'enquête a confirmé à 100% la cause du décès de Gilles Moreau était naturelle, infarctus. Lucie a consciemment dissimulé le décès, maintenant des activités numériques et financières en son nom. Étienne Lavoie a été complètement disculpé et retiré des soupçons de participation. Il ne restait qu'une seule question que les experts n'ont pas pu résoudre. Le moment exact du décès de Gilles, car la momification a rendu impossible de le déterminer à la minute près. Mais pour l'affaire, cela n'avait plus d'importance. Le procès judiciaire et l'enquête ont été achevés. Les personnes qui ont observé cette histoire se sont lentement dispersées de la salle d'audience, silencieuses et pensives. L'histoire de la famille Moreau est devenue non pas un exemple de crime ou de punition, mais un drame profondément personnel que toute la ville a vu. La maison elle-même est restée fermée et sans vie, symbolisant la fin d'une histoire où la frontière entre la vie et la mort avait été effacée par la folie et la solitude d'une personne. Personne d'autre n'a franchi le seuil de la maison des Moreau, et personne n'a plus essayé de comprendre ou de changer ce qui s'était passé en mars 2010. Ce fut un point final froid et silencieux.